Kabinio. Jodia, c'est un grand jour. Et mariage, c'est pas un jet, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'avons bon Dieu, pour tout ça il fait. Bonsoir bien-aimés, bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Oui, ce soir nous allons encore continuer sur le thème que nous avons abordé la fois dernière, à savoir quelle relation peut-on avoir avec sa belle famille. Donc je suis toujours ce soir en compagnie de la servante de Dieu, Patricia Osango, qui est revenue pour que nous puissions un peu continuer sur ce sujet, car il y a tellement de questions, tellement de choses à dire. Et nous essaierons encore ensemble ce soir de pouvoir essayer d'entrer un peu plus en profondeur et de vous donner le point de vue de la Bible par rapport à cette question et partager avec vous aussi certaines expériences qu'elle a vécues, que j'ai vécues par rapport à cette situation. Bonsoir, chère Patricia. Bonsoir, maman Zouzou. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Très bien, très bien. Le Seigneur fait toujours grâce, il est toujours vivant. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Amen. Si nous sommes là, c'est bien parce qu'il a renouvelé ses bontés envers nous et envers vous qui nous regardez ce soir. Donc, sans plus tarder, on va continuer sur ce qu'on avait sur notre lancée de la dernière fois, sur la belle famille. On a parlé de la relation qu'on peut avoir entre une belle-mère. Je pense que c'était notre conclusion par rapport à la belle-mère et la belle-fille. On a pris l'exemple de Ruth, qui était fort attachée à sa belle-mère et qui, nous pensions, en fait, même si la Bible ne décrit pas les caractères de Naomi, ça devait certainement être une très bonne belle-mère pour qu'elle puisse s'y attacher, puisque Ruth et Naomi n'étaient pas du même peuple déjà. Donc, c'est quelque chose. Mais Naomi a néanmoins voulu suivre sa belle-mère dans sa patrie. Donc, ce soir, pour continuer sur notre thème, je vais juste lire un passage de la Bible dans Deutéronome, au chapitre 7, verset 3. Ce sont en fait des recommandations que Dieu donne en fait aux enfants d'Israël dans le pays dont ils ont pris possession, à savoir les Canaan. La Bible déclare ceci: tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, donc de l'Éternel, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voilà. La question ce soir que je vais poser à ma sœur Patricia, c'est donc... est-ce que le fait d'épouser une femme étrangère ça peut en fait être une source de conflit? C'est-à-dire, quand je parle d'une femme étrangère, ça peut être un homme aussi étranger qui ne partage pas forcément nos valeurs, qui n'est pas comme nous, qui n'a pas été élevé comme nous, qui a totalement, on va dire, de valeurs opposées, mais l'amour et la rencontre a fait qu'on est quand même attachés l'un à l'autre, mais on n'est pas attaché à sa manière, à la manière dont les parents l'ont éduqué, à la manière dont sa famille vit. Est-ce que, comment faire quand on est justement, on va dire, attaché à cette femme étrangère ou à cet homme étranger, et on se rend compte que sa belle famille ne nous convient vraiment pas, enfin sa famille plutôt, pardon, ne nous convient vraiment pas parce que ils sont pas comme nous, ou il n'est pas comme nous, voilà. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup, ce qu'on va dire, des couples qui viennent d'horizons totalement différents, surtout, pas juste pour se référer aux Congolais, par exemple. Il y a différentes ethnies, même aussi parmi nos frères et sœurs européens, il y a aussi différentes manières de vivre, différentes manières de voir les choses.
Mais il se fait qu'un homme rencontre une femme rencontre un homme et qu'ils décident de fonder leur foyer. Alors comme cette émission est quand même, je dirais, pour édifier le peuple de Dieu, donc des personnes qui désirent marcher avec le Seigneur, je suis d'avis que toute personne qui rentre dans le mariage et qui réalise que son conjoint vient d'un horizon totalement différent, doit avoir pour socle la parole de Dieu. Au moins, les deux personnes auront leur code de la route pour justement s'engager dans cette voie. Pour vous donner des exemples concrets, je sais qu'il y a par exemple des familles où il faut toujours rendre compte à papa et à maman, même quand on est en dehors du foyer. Par exemple, le mari est chez lui, mais tous les soirs, sa mère l'impose le coup de fil à 20h00 pour qu'il lui raconte « Maman, tu sais, au travail, il y a eu ci, maman, tu sais, il y a eu ça. » Et si maman n'a pas ce coup de fil-là, tous les soirs à 20h, elle commence à bouder son fils, elle boude aussi sa belle famille. Inversement, du côté de la sœur, peut-être que dans sa famille, on lui dit, voilà, maintenant que tu es mariée, tu ne dois pas du tout rester tout le temps à la maison, tu dois continuer à tous les soirs sortir avec tes amis, il faut que tu vives la liberté, et ton mari, il doit passer au second plan, mais tu ne dois pas laisser tomber ta vie de célibataire, tu dois continuer à je sais pas moi, sortir en boîte ou faire des choses pareilles. Donc c'est là qu'on se rend compte que ce sont deux univers diamétralement opposés qui se rencontrent et qui essayent de marcher ensemble tant bien que mal. Mais comment faire justement? En fait, les couples s'entendent bien. Donc ça reste entre l'homme et la femme, tout se passe bien. Mais une fois, pardon, excusez-moi, une fois que, on va dire, la famille vient, parce qu'elle peut être bien intentionnée. Ici, je ne parle pas du fait que la famille est vraiment mal intentionnée ou quoi, mais c'est que les valeurs de la famille, que porte la famille du conjoint ne correspondent pas à l'autre conjoint, à l'un des conjoints ne correspond pas à l'autre conjoint. Mais ce qui est vrai, c'est que le conjoint, quand il arrive dans le mariage, il vient avec ses valises, il vient avec son bagage. Il vient avec son bagage culturel, son bagage, j'irais par rapport, je ne sais pas moi, à ses études. Donc il y a tout un arrière-plan qui le suit. Et la fille également, elle apporte ça aussi dans le mariage. Mais ils se mettent ensemble pour perdurer, ils se mettent ensemble pour construire, ils se mettent ensemble. Dans tout ce que le Seigneur a établi, il y a toujours un but qui est poursuivi. Et lorsque l'homme quitte donc son père et sa mère s'attache à sa femme, le but est que lui aussi, de son côté, construise sa famille et puisse avoir comme base justement la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important justement que monsieur et madame puissent se dire, tu sais, moi je viens d'un milieu où par exemple, je ne sais pas moi, mon père trouve ça normal que j'ai une seconde épouse. On trouverait ça normal. Donc, tu dois pouvoir, toi, madame, accepter que, voilà, tu dois avoir ce qu'on appelle une coépouse. Comment est-ce que je peux gérer ça? C'est important de se dire, écoute, moi, je ne trouve pas ça normal parce que la parole de Dieu dit ci, dit ça. Donc, c'est important de pouvoir se mettre d'accord. La Bible dit bien, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans pour autant se mettre d'accord. Yes. C'est important de s'asseoir et de se dire, et ça c'est important justement durant la période des fiançailles, écoute, tu sais, il faut s'ouvrir et pouvoir dire, je vois la vie de telle manière. Et pas être hypocrite en disant, bon, je sais que la sœur, elle a besoin d'entendre ça. Oh, tu sais, moi je viens d'une famille de millionnaires, tous les samedis on est sur notre yacht. Non, c'est pas ça, préparer son mariage ou, comment dirais-je, préparer la manière dont vous allez marcher ensemble. Ce qu'il faut, c'est pouvoir être honnête, mettre carte sur table et dire réellement, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Est-ce que ça te convient? Quel compromis est-ce qu'on pourrait mettre en place pour justement marcher ensemble? Oui, parce qu'il faut aussi que, on oublie souvent que lorsqu'on rencontre un homme ou on rencontre une femme,
comme tu l'as si bien dit, on a tous un bagage et donc un arrière-plan qui fait que, qu'on le veuille ou non, l'homme qu'on épouse ou bien la femme qu'on épouse a quand même une partie de cet arrière-plan. Tout à fait. Donc c'est donc important, comme tu as dit, de pouvoir à un moment donné, si on se rend compte que l'arrière-plan n'est pas tout à fait le même que ce qu'on a reçu ou bien qu'on porte soi-même, il est important que pendant les fiançailles, lorsqu'on fait connaissance, on apprend à mieux approfondir la relation, de pouvoir aborder ces sujets pour qu'ils ne deviennent pas tabous ou conflictuels à l'avenir au moment où on est déjà dans l'alliance. Tout à fait. Tout à fait, parce que ça peut facilement devenir un fardeau donc pour l'un des conjoints et conduire à des situations catastrophiques. J'ai un exemple. Il y a une sœur qui a rencontré donc son époux. Ils se sont mariés. C'est vrai que les choses ont été un petit peu vite, mais rapidement, la sœur s'est rendue compte que ça ne collait vraiment pas bien avec sa belle famille et que au point où ils en sont arrivés à un moment où ils se sont dit, toi, quand il y a par exemple certaines choses qui se font dans ma famille, tu ne viens pas, et moi, quand il y a des choses dans ta famille, je ne viendrai pas. Donc ils ont, en fait, finalement, c'est chacun pour soi. C'était chacun pour soi. On se retrouve ensemble pour vivre ensemble, mais quand il s'agit de ta famille, chacun pour soi, Dieu pour soi. Exactement. Dieu pour tous. Dieu pour tous. Ils se sont dit, écoute, chacun vit sa vie comme ça. Parce que ils étaient mariés. Ils sont toujours mariés. Et ils continuent à vivre comme ça ou bien ils ont trouvé des compromis qui pourraient d'ailleurs aider nos téléspectateurs Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce parce que notre Dieu est le Dieu, je le crois fermement, le Dieu de la seconde chance et permet toujours que malgré les difficultés qu'on puisse vivre, on puisse avoir une solution avec lui. Donc ils se sont dit non, chacun de son côté pour éviter que il y ait des conflits, etc. Parce que ça allait quand même très très loin. Personne ne parlait à la sœur, on ne la saluait pas. En fait, au départ, il y a eu un problème au niveau de la famille de l'homme, c'est ça? Par rapport à la sœur. En fait, au départ, il y a eu surtout de l'incompréhension. Entre la belle famille et la famille du mari. Voilà, c'est ça. Et il y a eu de l'incompréhension. Et cette incompréhension-là a été, je dirais, attisée par le fait que le monsieur n'arrivait pas à comprendre la souffrance de sa femme. Ok. Est-ce qu'elle en avait parlé, par exemple? Elle en avait parlé. Ils ont eu le temps de discuter de cette situation qu'elle vivait. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas et il n'arrivait pas du tout à, je vais pas dire, il n'arrivait pas à se mettre à la place de la sœur, il n'arrivait pas à réaliser ce que la sœur vivait. Parce que parfois, c'est vrai que, ça c'est encore un autre aspect des choses, mais parfois les hommes ont une manière, j'irais, de penser et de voir les choses qui est totalement différente des femmes. Par exemple, la belle-mère ou la belle-sœur va faire une pique en disant « Ah bah tiens, sur la façon dont la sœur a peut-être dressé la table, une pique ». Et le frère va entendre ça, la sœur va le recevoir comme une attaque personnelle, mais lui, non, c'est juste, oui, mais bon, voilà. Voilà, pour lui, ce n'est qu'une simple remarque sans plus. Oui, mais il ne se rend pas compte et il ne réalise pas. Il n'a pas réalisé. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à résoudre ce problème? En fléchissant les genoux. Ils ont fléchi les genoux, la sœur a demandé pardon auprès justement de ses beaux-parents parce qu'elle devait les honorer et maintenant les choses sont en train de reprendre petit à petit. Mais comme je le disais, c'était vraiment de l'incompréhension. C'est-à-dire qu'une chose est traduite autrement justement à cause de l'arrière-plan. Et pour que les maris fléchissent quand même les genoux, parce qu'au départ, il ne comprenait pas le comportement ou l'attitude de sa femme, il a failli à un moment donné qu'il réalise qu'elle était vraiment en souffrance. Ah oui, parce que la femme, justement, il y a eu un accompagnement avec la femme, nous avons fléchi les genoux, elle a prié. Le mari, justement, a compris. Et ça, c'est surtout quand, comment dirais-je, votre conjoint est en souffrance et que
justement le conjoint qui est en souffrance réalise que l'autre ne comprend pas, bah, ça augmente encore la souffrance. Oui, tout à fait, la frustration. Ça augmente parce qu'on se dit, bah, tiens, mais cette personne qui est censée être mon vis-à-vis, mon autre moi, celui sur qui je me repose quand même, voilà, ne me comprend pas. Comment ça se fait? Mais comment est-ce que pourquoi est-ce que je suis là? Est-ce que je suis importante vraiment à ses yeux? On se sent seul et isolé. On se sent seul, isolé et parfois même rejeté, oui. Oui, tout à fait. Donc ils ont bien résolu leurs problèmes. Ils ont fini par résoudre leurs problèmes et ça c'est vraiment la grâce de Dieu, l'intervention du Seigneur. Et c'est pour ça, comme je le disais, de pouvoir construire cette relation en se basant vraiment sur la parole de Dieu et surtout en lui faisant confiance. Parce que le chemin du mariage, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Oups! Viens, on t'accueille les bras ouverts, la voix est royale, viens, nous t'accueillons, assieds-toi, tu veux boire quelque chose. C'est pas la famille est bien donné. Contente que leur fils ou leur fille se marie, mais elle n'est pas toujours prête finalement à accepter cette relation. La famille dit oui, notre fils, notre fille va se marier, on est content, c'est bien, elle a trouvé celui ou celle qu'il lui faut, mais en fait on se rend compte que parfois la famille n'est pas prête finalement à accepter la nouvelle personne qui va venir intégrer le reste du groupe. Tout à fait. Et je pense que les relations sont difficiles à ce niveau-là et que mon conseil ce soir, ce serait quand même pour les fiancés, bon, ceux qui sont déjà mariés, faites quand même l'effort encore, mais ceux qui ne sont pas encore mariés, qui sont justement dans cette relation où ils font connaissance, ils apprennent à bien, comment dire, à bien approfondir les relations, à préparer les mariages. Prenez le temps aussi de connaître votre belle famille, vos beaux-parents, vos belles-sœurs, vos beaux-frères, et pour que, une fois que vous allez être mariés, ça va peut-être, amortir oui, et ça, oui, c'est vrai, les choses. Et si on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus, et puis un jour, on se voit de temps en temps, on ne parle pas avec eux, on ne discute pas avec eux, et tout à coup, on rentre dans cette famille-là. C'est vrai que ça peut être un choc pour les deux côtés. C'est un choc pour tout le monde. Donc, il n'y a pas un bon côté ou un mauvais côté, mais c'est aussi un choc pour l'époux, l'épouse et la belle famille qui est en face. Tout à fait. Donc, pour repartir sur une autre question, et je voulais savoir, il arrive parfois de familles qui sont, on avait parlé la fois dernière de familles envahissantes, mais aussi, on va dire, des familles, de foyers qui sont carrément sous contrôle de la belle famille, de l'un comme de l'autre. Ça peut être les parents ou les frères et sœurs de la femme, comme ça peut être les frères et sœurs ou les parents de l'homme. Que faire pour ceux qui nous regardent ce soir, qui pourraient peut-être se retrouver dans cette situation où la maison n'est gérée par aucun membre de la famille restreinte, mais tout est géré de loin, par une main qui tire les ficelles de loin, qui commande, qui dit « oui, voilà, je vais tout savoir de ce qui se passe chez vous ». Ça, c'est vrai que c'est une situation qu'on a rencontrée, mais j'aimerais quand même dire une petite chose importante, c'est que souvent l'attitude de la belle famille est aussi déterminée par le rôle ou la place que l'enfant de la maison jouait dans la maison. Parce que parfois, chez nous, il y a des enfants, quand je dis chez nous, donc dans nos familles, il y a des enfants qui sont vraiment, par exemple, je ne sais pas moi, parmi 5 filles, c'est le seul garçon. Toute l'attention est sur le garçon. Toute l'attention est justement sur le garçon. Pour parler de moi, je suis la dernière de la famille. Dans ma famille, je suis la cadette. Et tu es la seule fille? Et je ne suis pas la seule fille. Ah, d'accord. Je suis la cadette. Et lorsque donc, mon mari a demandé maman officiellement, mon père a mis du temps avant de répondre. Il a mis du temps. Et lorsque la lettre a été réceptionnée, je ne savais même pas en fait que la lettre était arrivée, mais je me dis, pourquoi est-ce qu'à la maison il y a autant d'ébullition? Qu'est-ce qui se passe? Je voyais les gens un peu... je me dis, qu'est-ce qui se passe? Très en mouvement. Oui, je sentais vraiment une ébullition. Mais qu'est-ce qui se passe? Et
non, en fait, la lettre avait été réceptionnée. Et bon, ben, d'abord, mon père l'a lue, et puis mes autres frères l'ont lu, puis mes autres soeurs. Donc, c'était vraiment, vraiment une ébullition. Ils se disaient, bon, ben, la dernière, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on vient nous On précise la quand ravir? même que la lettre dont on parle ici, c'est la lettre pour demander demander officiellement la officiellement. main donc, de la sœur Patricia à ses parents. Exactement. Et donc, moi, je suis la dernière de la famille. Et c'est vrai que j'ai toujours dû rendre des comptes à mes parents, mais également à mes aînés. Pour vous donner un exemple, lorsque j'étais en secondaire et qu'il y avait le samedi, je sortais, etc., eh bien, je devais être à la maison à 18h tapantes parce qu'on se disait à cette heure-là, les magasins étaient forcément fermés, donc je n'avais plus rien à faire dehors, maison. Et à cette époque-là, il n'y avait pas forcément de GSM, c'était un peu moins répandu, mais j'étais censée être à la maison. Et je me rappelle, souvent ma mère, elle regardait pour voir est-ce que j'étais en train d'arriver. Voilà. Donc moi-même, quand j'étais en train d'arriver, je me dis, ah, est-ce que maman est en train de guetter? Donc je courais. Mais une fois que je me suis mariée, je n'ai plus de compte à rendre à mes parents, et du moins à mes parents, ni à Est-ce qu'ils n'ont pas justement essayé quand même d'exercer à un moment ou à un autre ce contrôle-là qu'ils avaient? Ils ont quand même, une fois qu'ils t'ont donné à ton mari, ils ont coupé court? Oui. Et là, c'est vraiment la grâce du Seigneur, parce que je n'avais plus de compte à rendre en disant, bon, voilà, je rentre à telle heure, etc. Il n'y avait plus ça, c'est terminé, parce que la responsabilité, maintenant, repose sur mon mari. Donc, même lorsque on change justement de statut, donc qu'on passe d'enfant dans une famille à responsable justement de son foyer, en tant que mari, en tant qu'épouse, eh bien, les choses changent. Et c'est à nous-mêmes aussi à montrer à notre propre famille que nous sommes à présent suffisamment mûrs, que nous sommes suffisamment aptes à endosser cette responsabilité. Et ça aussi, ça se travaille. Donc, si je comprends bien la réponse, c'est que, imaginons alors que normalement, donc c'est à l'homme ou à la femme donc de faire comprendre à sa famille que je suis suffisamment mature que pour entretenir mon foyer, que pour mener à bien mon nouveau foyer. Mais si je ne veux pas dire qu'un des conjoints s'y plaît à ce que ses parents continuent un peu à lui dicter sa conduite et tout ça, mais on a quand même des situations encore où l'homme, par exemple, continue vraiment à faire des choses comme s'il était toujours chez ses parents. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait à la maison, il faut d'abord l'approbation de papa, de maman. Je dois d'abord parler à papa, voir si telle décision nous convient, si on peut acheter ça, si on peut faire ci. Est-ce que il y a des foyers qui vivent ces genres de situations aujourd'hui, parce que et ça perdure tellement que la femme dit, je ne sais plus quoi faire, comment faire pour ramener mon mari à comprendre quand même que nous avons une nouvelle famille et que la priorité, c'est d'abord cette nouvelle famille que nous venons de former et ce n'est plus la famille d'origine. Oui, parce que c'est vrai que il y a des situations où, par exemple, un frère va commencer à travailler et il sait qu'il a toujours vécu comme ça, il donnait beaucoup d'argent. Il va continuer à donner de l'argent à ses parents, et même plus qu'il n'en faut, et oublier que parfois, parce que parfois tu entends des situations genre la femme travaille, le mari travaille, alors le mari, on prend l'exemple du mari, ça peut être aussi la femme évidemment, on ne vise pas forcément l'homme, hein, mais ça peut être le mari continue, en fait, il garde son argent pour pouvoir le donner toujours à ses parents en disant, bon, comme ma femme gagne de l'argent aussi, on va utiliser l'argent de ma femme pour le foyer. Et je sais que dans certaines situations que personnellement je connais, c'est plutôt la femme qui joue ce rôle-là. C'est-à-dire qu'elle se dit, bon, l'homme est le chef de la famille, c'est lui qui doit s'occuper du foyer. Ce que moi je gagne, c'est pour mes parents. Est-ce une bonne attitude? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, bon, dépendamment de la manière, il y a certains hommes qui vont dire, écoute, l'argent que tu gagnes, ça, tu en fais ce que tu veux. S'ils se sont arrangés comme ça dès le départ, libre à eux. Mais si ce n'est pas le cas,
je pense que tout ce que l'on gagne, c'est pour dire, mettons-le ensemble, construisons ensemble, réalisons nos projets ensemble. Je crois que même l'argent que l'on gagne, c'est vraiment ça. On amasse pour venir l'apporter à la maison. Monsieur amasse de son côté, madame amasse de son côté, ils mettent ça ensemble et ils se disent, bon écoute, comment est-ce que maintenant on pourrait s'en sortir et gérer cet argent de façon, je dirais, équilibrée, où on peut soutenir nos membres de famille de façon aussi équilibrée, où on peut investir, je ne sais pas, peut-être dans l'œuvre du Seigneur, où on peut prévoir, mettre de l'argent de côté pour nos enfants. Donc, il y a toute une série de choses ou toute une série de besoins avec lesquels ils peuvent utiliser leur argent. Mais venir dire, toi madame travaille et ton argent sert uniquement pour la maison et moi mon argent que je gagne va seulement servir pour nourrir mes parents, je ne pense pas que ce soit une situation adéquate et vraiment qui va porter du fruit à long terme. Parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir aider nos parents s'ils en ont besoin, mais depuis qu'on est marié, la priorité, c'est d'abord le foyer. Et le Seigneur aussi le dit. Oui, je pense que pour répondre à ce que tu viens de dire, c'est important de pouvoir gérer donc l'argent du foyer, lorsque on gagne de l'argent dans le foyer, que le couple amène cet argent, qu'il y ait de la transparence et qu'ensemble, comme tu l'as dit, décident de ce qu'ils vont en faire. Parce que ici, il n'est pas question, quand on dit les couples sous contrôle, parce qu'il y a souvent de l'exagération. Bien sûr. Hein, de l'un comme de l'autre. Le couple peut aider ses parents, ses frères et sœurs. Ce n'est pas du tout interdit. Mais seulement, il faut que ça soit toujours fait d'un commun accord pour éviter justement que ça devienne un véritable conflit dans la maison et qui pourrait parfois amener à des séparations, à des divorces. Oui, bien sûr. Parce qu'un des conjoints a appris à cacher ce qu'il fait par rapport à sa famille. Et à un moment donné, les choses sont mises à la lumière, et puis on ne sait pas trop, on se rend compte qu'un ou l'autre a toujours un peu mené une double vie à ce niveau-là. Oui, tout à fait, il y a des exemples comme ça. Et donc les conflits est tels que ça devient ingérable et on décide de casser, de s'en aller et de rompre l'alliance. Donc c'est vraiment important de revenir à cette notion de responsabilité en tant qu'époux, en tant qu'épouse. Chacun doit, on parle toujours de la relation par rapport à sa belle famille. Donc chacun doit pouvoir être conscient de son rôle dans son foyer et aussi expliquer à sa famille son rôle. Exactement. Donc on est conscient de son propre rôle. Oui. Son conjoint, on s'assure que son conjoint est aussi conscient du rôle qu'on joue et que la famille, notre propre famille d'abord, est aussi consciente de notre rôle et de notre responsabilité. Oui. Donc c'est quand même 3 pôles. On doit nous-mêmes en être conscient, celui qui est le vis-à-vis aussi, et parce que ce n'est pas au conjoint de gérer notre famille, c'est à nous de gérer notre famille. Oui, et c'est là que la parole de Dieu dit bien que le mariage doit être honoré de tous. Le mariage doit être honoré de tous. À partir du moment où l'on change de statut, eh bien, les premières personnes, justement, donc je dirais notre entourage direct, doit honorer le fait que les personnes concernées ont passé le cap et sont maintenant monsieur, madame, mari, femme. Et c'est ça, justement, que le Seigneur met en avant en disant que le mariage doit être honoré de tous. Et la belle famille doit pouvoir et la belle famille également, c'est valable aussi pour la belle famille. Exactement, c'est une institution que le Seigneur a créée de cette façon-là. Oui, et donc, on arrive tout doucement quand même, mais le temps passe vite. Oh, trop vite. Et tout ça, donc ça vaut aussi pour l'éducation des enfants, hein, parce que je sais qu'il y a des situations aussi de famille où parfois, l'un des conjoints est issu d'une très très bonne famille et il épouse un conjoint qui n'a pas beaucoup d'argent. Alors, la famille de celui qui est aisé, la famille aisée va essayer parfois de s'imposer dans l'éducation des enfants. Là aussi, on doit être suffisamment fort alors pour pouvoir
quand même mettre un frein, même si, imaginons que le mari est issu d'une famille, non, la femme est issue d'une famille aisée et que le mari, enfin, est issu d'une famille, on va dire, moyenne ou pauvre carrément, mais le fait qu'ils se soient mis ensemble, il ne faut pas que le mari ou bien que la femme permette aussi à sa famille, du moins si elle est issue d'une famille aisée, de permettre à sa famille de prendre les choses en main sous prétexte qu'on manque d'argent. Ah oui, non, 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 ça c'est important. Et surtout, je dirais, dans ce cas de figure où même où la fille vient d'une famille aisée et le garçon vient d'une famille moins aisée, c'est important que la fille puisse toujours élever son mari au rang justement de pourvoyeur de la maison, parce que c'est ça son rôle, et ne pas, dès qu'il y a quelque chose qui manque, vite courir dans sa famille disant, oui voilà, tu sais, papa, maman, est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent, etc. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce qu'elle fait, c'est diminuer son mari, et surtout... voilà, et casser son autorité de chef de famille. Et ça, c'est très dangereux. De bien regarder les choses, du moins de bien respecter le rôle de chacun, et à chacun aussi de pouvoir endosser pleinement ses responsabilités, et pas juste en partie ou les choses qui nous semblent le plus faciles. Voilà qui est dit. Merci, chère Patricia. Un dernier mot à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Oui, j'aimerais tout simplement déjà encourager les couples qui passent par des moments difficiles. Ce sont des choses qui nous fragilisent, qui fragilisent vraiment notre être intérieur. Mais comme je l'ai dit précédemment, notre Dieu est le Dieu de la seconde chance, pardon. Le Dieu de la seconde chance. Donc, même si c'est vrai que les choses ont peut-être commencé mal, sur de mauvaises bases, notre Seigneur est aussi le Dieu des opportunités. Il te permettra, ma sœur, il te permettra, mon frère, de pouvoir justement avoir une parole, d'avoir quelque chose de sa part qui va te relever, où tu vas te dire, je n'ai peut-être pas bien fait cette chose-là, mais maintenant je vais mettre le conseil du Seigneur en pratique, et je sais que les choses iront beaucoup mieux dans ma vie de couple. Peut-être que les choses ne vont pas bien avec ta femme, avec ta belle famille ou quoi que ce soit, mais ce qui est vrai, c'est que le Seigneur est toujours capable, et c'est toujours possible d'avoir une solution et de s'en sortir avec notre Dieu en comptant sur lui. Voilà qui est dit. Merci de nous avoir suivis, et je vous dis encore ce soir, en tout cas c'est vrai, si vous faites confiance à Dieu, vous mettez en lui vraiment toute votre confiance, il agira certainement. Amen. Avec les Seigneurs, il n'est jamais trop tard. Il vient toujours à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés sur Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Bye bye, soyez bénis. Merci. Les mariages, c'est pas un jet, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni bon Dieu, pour tout ça il fait.